Dans la vidéo précédente, on a installé Anaconda, ça nous a permis d'avoir Jupyter Notebook et Spider sur notre machine. On a vu aussi Colab qui est un outil intéressant. Et après, en fonction des affinités, on peut partir sur un des trois outils. Là, moi, j'ai rouvert Jupyter Notebook pour pouvoir faire une vidéo sur maintenant les bases en Python pour qu'on commence à faire un peu de Python. Et dans cette vidéo, on va regarder donc une des premières fonctions à connaître qui est print. On va regarder les opérateurs en Python, l'indentation en Python et son importance, et on aura comme illustration une boucle for, les différents types d'objets, comment définir une liste, comment définir un dictionnaire et comment accéder aux éléments d'une liste et d'un dictionnaire. Les fonctions natives en Python, au-delà de print et type, on va regarder d'autres options natives en Python, en particulier range, length et numerate qui sont très intéressantes. Les conditions, créer sa propre fonction en Python, et on va finir sur la notion de package, de manière à avoir une illustration de ce que peut être un package, puisque en Python et en data science, la communauté est donc très active et on a la possibilité d'avoir pour différents types de problématiques à chaque fois un package qui va nous aider. Alors les bases en Python suffisent, pourquoi? Parce que Python a beaucoup d'usages, la data science c'est juste un sous-ensemble de tous ces usages, et ce qu'on disait à l'instant c'est que on aura à notre disposition des packages en open source qu'on va pouvoir réutiliser. Ça va nous éviter de trop nombreuses lignes de code et on va pouvoir s'appuyer sur le travail de la communauté. Donc il faut avoir les bases en Python, il faut connaître les quelques packages importants et à partir de là on peut aller assez loin en data science. La fonction print. Donc c'est une fonction qui nous permet d'afficher différents éléments. On peut y afficher des strings, des entiers, des décimaux, des listes, plein d'autres types d'objets que l'on verra plus tard. Ce qu'il faut voir, c'est qu'avec le notebook, nativement, on peut avoir en fait des sorties. C'est-à-dire que si par exemple, dans une cellule, je tapais 1, je faisais Shift Entrée pour exécuter la cellule. En appuyant sur A, je vais rajouter quelques cellules pour qu'on fasse des tests supplémentaires. Le notebook nous donne 1 en sortie, et ça, c'est un des avantages du notebook, comme de Colab, c'est que la dernière ligne de code Python qui est présente dans ma cellule, s'il est possible de l'afficher, il va l'afficher, et ça permet en fait d'avoir une découverte des données et des éléments qu'on a créés assez rapidement, contrairement à un script, et donc à l'utilisation de Spider. Le problème, c'est qu'il affiche uniquement le dernier élément, donc parfois on a envie d'afficher plusieurs éléments dans une même cellule, dans un même bloc de code, et en passant par print, on a la possibilité de faire ça, et quand on voudra exporter notre projet dans un script Python, donc un script, un .py, pour ensuite le mettre en production, on n'aura plus cette possibilité d'affichage que l'on a dans le notebook, et on sera toujours obligé de passer par print. Donc c'est un réflexe à avoir. Si on veut afficher une sortie ou un commentaire important, il faut utiliser la fonction print. Les opérateurs en Python. Alors on va regarder l'ensemble de ces différents opérateurs. Le premier, c'est le égal, ça nous permet en fait d'affecter à un objet une valeur. Donc là, il y a assez peu de surprises par rapport à d'autres langages. Même chose pour ces quatre suivants, l'addition, soustraction, division, multiplication. Pour accéder à ces différents types de calculs, ces quatre opérateurs, il faut utiliser ces quatre opérateurs, et donc assez peu de surprises encore. Par contre, le test d'égalité en Python, il se fait avec un double égal, et le test de différence, c'est point d'exclamation égal. Alors dans certains langages, par exemple, ça peut être ça. En Python, ça ne marche pas. C'est vraiment uniquement cet opérateur-là qu'il faut utiliser. Concernant les tests pour savoir si un élément est supérieur ou inférieur à un autre élément, voilà, on utilise ces opérateurs-là, et là, pas de surprise. Pour les tests de logique, si on veut avoir par exemple une condition 1 qui serait respectée et une condition 2, on va utiliser l'opérateur AND. Et si on voulait avoir une condition 1 ou une condition 2, ce serait l'opérateur OR. Le double slash, ça va nous permettre, dans le cas d'une division, de garder uniquement la partie entière. Ça peut parfois être utile. Et alors là, ici, on ne voit pas trop bien, mais hop, les doubles étoiles, ça nous permet en fait de passer un élément à la puissance d'un autre élément. Si je veux faire par exemple A à la puissance B, je vais faire A, 2 étoiles, B. On va initier en fait deux objets. Donc là, on vient de voir en fait comment affecter par exemple une valeur à un objet. Si je crée A qui vaut 2 et B qui vaudrait par exemple 3, voilà, si j'affiche A et B, A virgule B, donc j'ai bien deux objets qui valent respectivement 2 et 3. On va en fait faire les tests des opérateurs ensemble pour se convaincre en fait du résultat de chacun.
Et on va passer ensuite à la suite. J'ai demandé en fait à print de m'afficher à chaque fois l'opération que l'on souhaite effectuer. Ensuite on effectue l'opération, il va m'afficher le résultat. Je fais Shift Entrée pour avoir l'ensemble des différents résultats que j'ai souhaités. Et donc là, a priori, pas de surprise, hein, on avait donc, ici on a défini avec le égal deux objets, A et B, qui valent respectivement donc 2 et 3. Quand je fais A plus B, j'ai bien 5. À la question, est-ce que A est égal à B, Python me renvoie false, et a priori on est bon. À la question, est-ce que A est différent de B, j'ai true. Et quand je veux faire, par exemple, quand je veux garder uniquement la partie entière de la division de A par B, j'ai bien 0, il me renvoie 0, et A à la puissance B, 2 à la puissance 3, ça me fait bien 8. Un autre opérateur qui peut être intéressant à connaître, c'est un opérateur qui va nous simplifier la vie quand on veut faire ce type d'opération. Imaginons que je définisse un objet A, et je veux incrémenter A de 1, je peux faire A égale à A plus 1, et en effet ici ça va bien me sortir 3. J'aurais très bien pu passer par en fait l'opérateur plus égal, voilà, Shift Entrée pour avoir le résultat. Et ici j'ai bien 3 aussi. Je lui demande de me rajouter 1 à l'élément A sans nécessairement refaire appel à l'élément A dans l'opération. L'indentation en Python au travers d'un exemple avec la boucle for. Comment faire une boucle for? Par exemple, si je voulais faire for i, je voulais passer au travers d'une liste par exemple d'éléments. Je vais faire for i in une liste d'éléments. Donc là, je vais avoir une liste par exemple avec un élément 1, un élément 2, voilà, et un élément 3. Voilà, simple code ou double code, ça marche aussi, il n'y a aucun problème avec ça. Je fais 2 points pour lui signaler que je vais commencer à rentrer en fait mon bloc d'instruction qui doit être inclus dans ma boucle for. Et pour cela, en fait, je fais 2 points et je respecte l'indentation qui est mise en place automatiquement là dans le notebook. Et l'ensemble des éléments qui seront au niveau de cette indentation seront impactés par la boucle for. Une fois que je reviendrai à la ligne, en fait là je sortirai de la boucle for, je n'aurai pas nécessairement besoin de mettre de signe particulier, c'est l'indentation qui permettra à Python de comprendre que je suis sorti de la boucle for et que je souhaite par exemple continuer mon code. La boucle, elle a bien marché, vous allez voir là, tant que je reste dans l'indentation, je suis dans la boucle. Par contre, si je tapais ici, je vais mettre print, je sors de la boucle, Shift Entrée, on voit bien qu'en fait le je sors de la boucle, il apparaît une fois que l'ensemble des éléments de la liste ont été tous parcourus. Et donc voilà, l'indentation c'est quelque chose d'important en Python, mais ça permet en fait d'avoir quelque chose d'assez clair et élégant, et le code, voilà, le code est vraiment lisible. Les différents types d'objets en Python. Sur les différents types d'objets qu'on peut créer, il y a assez peu de surprises aussi par rapport à d'autres langages. On peut gérer des entiers, des strings, des décimaux. On peut gérer des listes, des dictionnaires, qui sont donc en fait des objets où on va rentrer une clé et une suite d'éléments. Et des tuples qui sont des listes qu'on ne peut pas modifier. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont définies, on ne va pas nécessairement pouvoir rajouter ou supprimer des éléments de cette fameuse liste. Alors ce qui est intéressant, c'est de savoir en fait comment Python nous restitue l'information. Alors pour un entier, il va nous restituer int, un string sera str, le décimal chez Python c'est float, la liste c'est list, pas de surprise, dictionnaire dict, et tuple, pas de surprise non plus. Et on va découvrir une autre fonction, on a découvert tout à l'heure print, et là maintenant type. Type en fait c'est la fonction à utiliser pour connaître le type de l'objet Python qu'on a en face de nous. Donc en fait on rentre type, et en paramètre de cette fonction, voilà, on va lui mettre en fait l'objet que l'on souhaite identifier. Alors, tout à l'heure, on a défini un objet A qui valait 3. Je pourrais mettre en paramètre de la fonction type l'objet A. Et là, il va bien me renvoyer int, puisqu'en fait, on voit que 3, c'est bien un entier, et Python, pour lui, c'est donc un int. On va faire l'exercice avec d'autres types de données pour avoir un aperçu de ce que ça donne. A, entre crochets, là, j'aurai donc un string. 1.0, c'est un décimal. Il me renvoie bien float. Alors une liste en Python, comment ça se définit? Ça se définit entre crochets. Un dictionnaire pour info, ça se définit entre accolades, et un tuple, ça se définit entre parenthèses. Si dans type, en paramètre, je lui passais par exemple juste 2 crochets, comme ça, un ouvert, un fermé, sans aucun élément. Il a identifié cet élément comme une liste. C'est une liste vide, mais c'est une liste en soi.
Et dans une liste, on peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre par exemple un objet A qui a déjà été défini, qui vaut 3. On peut mettre un entier, on peut mettre un décimal et on peut mettre un string. On peut mettre aussi plein d'autres choses. On peut mettre une liste. D'ailleurs, on pourrait mettre aussi une liste de différents éléments. Et donc là, je viens de définir une liste et type me le confirme. Un dictionnaire. Alors, on va en profiter pour découvrir comment créer un dictionnaire. Donc, on a dit que c'était entre accolades et j'ai juste besoin d'une combinaison clé-valeur. C'est-à-dire 1, 2 points. Donc là, c'est ma clé et là, je vais mettre ma valeur. Ma valeur, ce sera par exemple une liste qui va prendre 1, 2, des entiers jusqu'à 3. Shift entrée, et voilà, c'est bien un dictionnaire qui a une clé qui s'appelle 1, et qui a des éléments, ici, il a un seul élément qui est une liste constituée de 3 éléments. Le tuple, on a dit c'est entre parenthèses, donc par exemple, je pourrais avoir la même chose que j'ai ici, pour ma liste, sauf que ce sera, au lieu d'être entre crochets, ce sera entre parenthèses. Si je fais Shift entrée, voilà, il n'y a pas d'erreur en Python 3, ça marche. Et si je fais type de tout ça, type me renvoie tuple. Après avoir défini une liste, comment accéder aux éléments de la liste? Par exemple, une liste avec un entier, un décimal et un string. Donc Shift entrée, A pour rajouter des cellules. Et maintenant, je vais essayer d'accéder aux éléments de la liste. Je vais même rajouter, aussi même une liste dans la liste. Donc on va faire 1 et 2. Voilà. Donc A vaut bien ce qu'on vient de définir. Et pour accéder, par exemple, à l'élément 1 de ma liste, ce qu'il faut voir, c'est que Python, lui, commence toujours par 0. Donc mon premier élément, c'est l'élément qui est en position 0. Lui, il sera en position 1, en position 2, et lui en position 3. Le 1 de ma liste qui est en position 3, il sera donc en position 0 de ce troisième élément, et lui en position 1. Et donc si je veux aller extraire par exemple 1, il suffit de faire A, entre crochets, 0, c'est-à-dire concrètement, donne-moi dans la liste A l'élément qui est en position 0. Shift entrée, et je récupère bien 1. Et 1, je pourrais par exemple l'orienter de nouveau vers un autre objet qui serait B. Et si je fais print de B, j'ai bien 1. Donc si je voulais aller chercher mon deuxième élément, je ferais A de 1. Print de B, ça me donne bien le décimal 1.0. Si j'avais mis 2, voilà, il va faire 0, 1, 2. Mais je pourrais très bien lui demander d'aller compter dans le sens inverse pour aller directement chercher l'élément qui est en dernière position de ma liste. Donc là, ça va être ce que je vais lui demander de faire. Si en partir de la position 0, fais-moi -1. Donc il va partir comme ça. Hop, -1, il arrive sur la liste qui a 1, 2. Et donc là, je vais faire -1. On va regarder ce que ça donne. Voilà, il me renvoie bien la liste 1, 2. Et donc de cette liste 1, 2, après, par exemple, je pourrais très bien aller chercher l'élément, le premier élément, donc l'élément qui est en position 0 de ma liste. Et un dernier point, c'est si j'avais envie d'aller chercher l'ensemble des éléments de ma liste à partir d'une certaine position, il suffit de mentionner la position 1, 2 points, Shift entrée, voilà. Et donc Python se place en position 1 et il me donne tout jusqu'à la fin de la liste. Append et remove, c'est deux méthodes intéressantes et vraiment qu'il faut connaître pour jouer avec les listes. Append, ça va nous permettre de rajouter un élément, remove, ça nous permet de supprimer un élément. On va supprimer ou rajouter un élément à la fois. Et à A, je vais lui rajouter l'élément 5 qui est un entier. Donc je vais faire juste A, j'appelle ma méthode append, je lui passe en paramètre l'élément que je vais rajouter, 5, Shift entrée, et là ici A, j'ai bien une liste avec l'élément 5 en plus. Si maintenant j'avais envie de supprimer 5, Shift entrée, et là voilà, avec remove, pareil, je passe en paramètre l'élément que je souhaite supprimer et il me supprime l'élément. Après avoir défini un dictionnaire, comment accéder aux éléments du dictionnaire? Et bien en fait, on va procéder à peu près de la même manière que l'on vient de faire pour la liste. On va déjà définir un dictionnaire. Donc on a vu tout à l'heure qu'un dictionnaire, c'était entre accolades. Donc on part du principe qu'on a envie d'appeler le dictionnaire A. Donc A va être égal à un dictionnaire. Et j'ai besoin d'une clé et des valeurs. Donc là, je vais, par exemple, avoir une clé 1. Puis là, je vais avoir une clé 2. 2 points. Donc toujours, ces 2 points, c'est pas égal, c'est pas autre chose, c'est vraiment cet opérateur qu'il faut utiliser. Au lieu d'avoir une liste, on va avoir juste
un entier qui va être 2. Donc deux choses à connaître en premier lieu, keys et items, c'est deux méthodes. Voilà, vous allez vite voir à quoi ça sert. Key, ça me permet de récupérer les clés de mon dictionnaire. Là, en fait, le dictionnaire, c'est nous qui l'avons construit, mais en général, on récupère des données, peut-être souvent en format dictionnaire, et on a besoin de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, rapidement utiliser Key, ça peut être intéressant. Ça nous donne en fait les portes d'entrée du dictionnaire. Et item, ça nous donne l'ensemble des items qu'il y a dans le dictionnaire. Pour accéder, par exemple, aux éléments de la clé 1, j'appelle mon dictionnaire. Mon dictionnaire, c'est A. Entre crochets, je vais lui dire keys 1. Je récupère les éléments liés à ma clé 1. Encore une fois, là, maintenant, ce que j'ai récupéré, c'est une liste. On voit bien que si je faisais type 2, j'ai bien une liste. C'est-à-dire qu'en fait, si je voulais après récupérer le premier élément de key 1, j'aurais juste à faire 0 pour avoir l'élément en position 0. Et je récupère 1. Fonction native en Python. Donc on a déjà vu print et type. Donc print pour l'affichage, type pour connaître le type de l'objet que l'on a mis en paramètre de cette fonction. Et maintenant, int, float, string, en fait, c'est trois fonctions qui nous permettent, si on a la possibilité, de transformer un objet soit en int, soit en float, soit en string. J'appelle int et je passe en paramètre un élément qui a la possibilité d'être transformé en entier. Voilà, par exemple, on avait 44, mais ici, c'est bien un string, puisqu'il est entre cotes, shift entrée. On voit qu'en sortie, au lieu d'avoir 44 entre cotes, qui serait un string, ici, j'ai 44 en tant que entier. Donc voilà à quoi peut servir la fonction int. On aurait pu faire 44.0. Là, on voit que c'est un float, mais il nous le renvoie bien, sans la partie décimale. Il garde bien juste l'entier de 44.5. Float string, ça va être la même chose. Voilà. Float, si j'ai 44, il va m'envoyer 44.0. Et string de 44.0, par exemple, ça va me faire 44.0 entre cotes. Dict et list, ça va nous permettre de définir une classe dictionnaire ou une classe liste. Mais on vient de voir tout à l'heure qu'en fait on avait déjà la possibilité de le faire avec ces symboles. Donc pour le moment, on va laisser de côté ces deux fonctions, mais il faut les connaître, ça nous permet parfois de transformer en fait un objet très rapidement en liste ou en dictionnaire. Ensuite, range, length et enumerate, ça c'est vraiment très intéressant. Range, ça va nous permettre de parcourir une suite d'entiers. Par défaut, range commence par 0, jusqu'à l'entier que l'on mentionne ici, qui sera le max exclu. Et ensuite, ça, ce sera le pas qu'on va lui donner. Par défaut, ici on a 0, ici on a 1, et il faut à minima rentrer en paramètre de la fonction range le maximum exclu que l'on veut utiliser. Donc si par exemple je faisais range de 10, et justement, tiens, là je vais utiliser la fonction list, ça va nous permettre d'illustrer pourquoi c'est intéressant de connaître cette fonction. List range de 10, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne bien une suite d'entiers qui commence, voilà, Python commence toujours par 0, donc ça commence par 0, le pas c'est 1, et ça va jusqu'à 10 exclus, donc je veux bien jusqu'à 9. Si j'avais par exemple rentré 3 en paramètre ici, et je lui avais demandé des pas de 2, il aurait commencé par 3, il serait allé jusqu'à pas de 2, 5, 7, 9, et là il se serait arrêté parce que le pas suivant ça aurait été 11, et 11 c'est au-dessus de 10 exclus. Length, c'est la fonction qui va nous permettre de connaître la taille d'une liste. Voilà, donc cet élément-là correspond à cette liste-là. Si je le passe en paramètre de la fonction length, j'ai bien 4, puisque j'ai 4 éléments dans cette liste. Enumerate, ça va nous permettre... On va mettre ça là. Tac, tac. Tout ça, c'est basique, on va les enlever. Alors, enumerate, ça va nous permettre d'itérer sur une liste et d'avoir en même temps en retour aussi le compteur. C'est-à-dire qu'on saura où on en est dans le parcours de ma liste en passant par enumerate. Je passe cette liste en paramètre de enumerate. Je fais print de i et en fait il va me donner un tuple en sortie. C'est-à-dire qu'il va me donner les éléments de la liste, mais il va aussi me donner en première position un compteur. Donc là, c'est l'élément 0. Donc pour lui, c'est le premier élément, mais en Python, c'est 0. Deuxième, troisième, quatrième. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait, par exemple, récupérer à la fois un compteur et les éléments qui sont passés en paramètre de enumerate.
Les conditions en Python. If, then, else en Python, c'est très simple et c'est très épuré. Donc le if, ça reste if condition 1. Then, ce sera 2 points. Là, on a découvert tout à l'heure l'indentation. Et elle est utilisée aussi pour le if. Quand je reviens à la ligne, par défaut, il met une indentation. Et le bloc ici va être impacté par ma condition 1. C'est-à-dire que tout ce qui respecte la condition 1 pourra être traité ici. Et si ensuite je veux sortir de ma condition 1, il suffit que je revienne à la ligne, et là je sors de ma condition. Et donc, si je voulais faire if condition 1, then, indentation, instruction 1, else if, donc else if c'est elif, donc c'est encore plus rapide à écrire. Else if condition 2, then, donc c'est 2 points, indentation, là je vais faire mes instructions concernant la condition 2. Else if, voilà, condition par exemple 3. Instruction 3. Et else, c'est else. Fais-moi, voilà, instruction annexe. Je sors ensuite de mon indentation et je peux retourner dans mon code concernant les instructions standards. Créer sa propre fonction en Python. Elle rappelle à un mot-clé qui est def. Et là, Python comprend que vous allez définir une fonction. Il attend un nom. Donc là, vous pouvez mettre le nom de ma fonction. Et il attend entre parenthèses quelque chose ou pas, mais il faut en tout cas spécifier la possibilité qu'il puisse y avoir des paramètres. 2 points, vous avez la fameuse indentation de Python. Ça veut dire qu'en fait vous êtes rentré dans le bloc qui permet de définir votre fonction. Vous pouvez mettre justement vos instructions. Et une fois que vous revenez à la ligne, c'est-à-dire que vous sortez de la définition de votre fonction, et donc vous pouvez retourner à votre code standard, et pourquoi pas faire appel à votre fonction. On peut par exemple définir une fonction 1, qui prendrait ou pas, on va mettre un paramètre, voilà, puisqu'on veut voir comment sert un paramètre. Donc on va mettre un paramètre 1, on va mettre un paramètre 2, et on va mettre des instructions. Ça, c'est ma fonction qui va me permettre, par exemple, de concaténer 2 strings. Et on va mettre fonction pour string, parce qu'il n'y a que ça que je peux rentrer en paramètre. Shift entrée, ma fonction f tabulation, je vois tout de suite que ma fonction pour string a été définie. Et en deuxième paramètre, ce sera prénom. Voilà. Shift entrée. Et là, il m'affiche bien A, qui est bien params1 plus le tiret, ici, et params2. Maintenant, comment est-ce que on peut faire pour récupérer A? Mais en fait, on pourrait garder print, mais il faudrait rajouter en tout cas, à la fin de notre fonction, l'élément return. On va lui demander de nous retourner A. Et là, je redéfinis ma fonction, je refais Shift entrée, et là, vous voyez, j'ai mon print en question, mais j'ai aussi un output, nom prénom. En fait, cet output, qui est un string, puisqu'il est entre cotes, je pourrais le récupérer dans un autre élément, par exemple B. Je vais faire B égale fonction pour string de nom prénom, et B serait bien nom prénom. On pourrait aussi, pour info, récupérer plusieurs choses, hein, pas nécessairement juste un seul élément. On pourrait récupérer par exemple params1 et params2. Alors si je continue à laisser juste B, 3 strings ensemble, et donc ça va être un tuple, et là ma transformation, ça vaut bien nom prénom. Mon params1, ça vaut bien nom, et mon params2 vaut bien prénom. Donc voilà comment définir une fonction, comment faire des transformations et comment récupérer ces transformations ensuite dans le reste de son script. Et pour finir cette vidéo sur les bases en Python, on va parler de la notion de package, puisqu'on a à disposition en open source de nombreux packages qui ont été créés par la communauté qui nous permettent d'aller très vite dans nos projets. Et donc c'est intéressant d'illustrer finalement qu'est-ce qu'un package, et on va en créer un ensemble et on va se rendre compte finalement que c'est assez simple. C'est un dossier dans lequel on peut avoir un ou plusieurs scripts Python, et dans ces scripts on aura des fonctions qui vont nous permettre de transformer, de préprocesser nos data très rapidement. Comment procéder si on veut créer nous-mêmes un package? Donc je vais me mettre dans ma home page de mon notebook,
Ici, donc moi je suis dans document formation code les bases en Python. Je vais créer un dossier, puisqu'un package à la base c'est un dossier qu'on télécharge. Donc hop, répertoire, là je vais le renommer, je vais l'appeler PKG. Vous pouvez vraiment l'appeler comme vous voulez. Et donc dans ce dossier, on veut un script, ou plusieurs scripts. Nous on va mettre juste un script. Alors on pourrait utiliser un éditeur de texte, ce serait beaucoup plus pratique. Moi là je vais aller au plus vite, je continue à utiliser la homepage de Jupyter et je fais fichier texte. Ici je vais changer le type du fichier. Et donc dans ce dossier j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de mon script qui va contenir ma ou mes fonctions et j'ai aussi besoin d'un fichier init qui va permettre à Python de comprendre que ce dossier là c'est un dossier de type package. Donc là j'ai créé mon fichier init. Je vais aussi créer maintenant mon script qui va contenir ma fonction. Voilà, donc ça va être un script PY. Ici je vais appeler ça tool. Voilà, tools. C'est le script dans lequel je mettrai mes outils pour accélérer mes projets. Et ici on a créé une fonction, on va faire la même chose dans tools. C'est une fonction qui nous est très utile. On a besoin régulièrement de concaténer plusieurs strings, donc on va faire f concat string, un string 1, un concat que l'on souhaite utiliser. Voilà. Alors pour info, on peut aussi rentrer une valeur par défaut pour un des paramètres que l'on rentre lors de la définition de notre fonction. Donc là moi j'ai un paramètre toUse, c'est le caractère que je souhaite utiliser pour concaténer mes strings, et par défaut je vais dire c'est le tiret. Là j'ai l'indentation, donc je commence à définir ma fonction, renvoie A. Donc j'enregistre, voilà, fichier enregistré, a priori on n'a pas fait d'erreur. On retourne dans notre notebook, plutôt from package, donc ça c'est le nom du dossier que j'ai créé ici. Voilà, là j'ai package. Dans package, je vais aller chercher dans tools, donc from package.tools, import, et là on va importer la fonction qu'on a créée. Donc la fonction qu'on a créée, on l'appelle fconcat_string. Voilà, shift entrée, fconcat_tab. Voilà, je peux par exemple rentrer en paramètre un nom, un string, un premier string qui serait nom, un deuxième string qui serait prénom. Et je sais que déjà par défaut, le caractère qui va me permettre de concaténer mes deux strings, c'est le tiret. Donc j'ai pas nécessairement besoin de rentrer ce troisième paramètre. Il est déjà initié par défaut. Shift entrée, je vois bien que j'ai un nom prénom qui est en sortie, et c'est-à-dire que je pourrais par exemple définir un objet C qui récupérerait le résultat de ma fonction fconcat_string. Voilà pour la notion de package. On a donc réussi à en créer un et à importer des fonctions qui sont présentes dans notre package. On a vu les bases en Python, on a pu voir les opérateurs, comment créer des listes, comment créer différents types d'objets un peu plus complexes comme des dictionnaires. Pour les conditions, créer ses propres fonctions, on s'est rendu compte que c'était assez simple et que le langage était assez épuré. Et donc on a une idée un peu plus concrète de ce que peut être un package. Et maintenant vous avez la possibilité avec ces bases de commencer à intégrer un jeu de données, effectuer des traitements sur ces données en utilisant les packages de la communauté, ce que l'on pourra voir dans une prochaine vidéo.